Samedi 27 janvier 2024, il est 11h du matin, très belle mer de nuages sur la plaine de l'Ain, vue depuis le crêt du pont. Le sujet vous dit peut-être quelque chose. C'est parce que je l'ai déjà évoqué dans une première vidéo que vous retrouverez ici et que je vous conseille vivement d'aller voir afin de comprendre tous les phénomènes physiques évoqués dans cette vidéo-ci. Ah, et on va pas se mentir, hein, c'est pour les vues aussi. Les vues, la thune, les vues, la thune. Mais restez aussi pour cette vidéo-ci car vous allez encore apprendre plein de trucs. Mais alors pourquoi cette mer de nuages ? Le 27 janvier 2024, un anticyclone était présent sur toute l'Europe de l'Ouest. Pas de vent, de forte pression et un mouvement de subsidence qui appuie sur les basses couches de l'atmosphère. Si on se penche sur la température relevée à midi en vallée et qu'on place ça sur le petit graphe que vous avez déjà vu dans plusieurs vidéos, on a 4 degrés Celsius à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry à 235 mètres d'altitude, 5,4 degrés à Ambérieux dans l'Ain à 250 mètres d'altitude. Je vais vraiment tous les faire comme ça ou pas ? Si on prend un peu de hauteur, on a 8 degrés 6 à Sutrieux dans le Haut-Bugey à 878 mètres d'altitude, 9,9 degrés ici au kilomètre 9 de la départementale 99 de l'Ain à 909 mètres d'altitude et 12,5 degrés au col des Portes à 1010 mètres d'altitude. Et encore plus haut, 11,7 degrés sur les pistes de Champs-Rousses, 7,9 degrés à la Nivose d'Aigleton en Beldonne et 0,2 degrés au glacier de la Chiope en Vanoise à 3000 mètres d'altitude. Une belle inversion thermique qui a l'air de commencer vers 600 mètres d'altitude, et ça tombe bien puisque c'était à peu près là que se situait le sommet de la couche nuageuse sur la plaine de l'Ain, le Val-de-Saône, le Lyonnais et les terres froides. Et encore, c'est une petite inversion, une inversion sympathique. Mais on est encore très loin de ce qu'on peut faire en France. Et si on regarde du côté de l'humidité, on a entre 99 et 100% d'humidité relative en plaine jusqu'au sommet de la couche de nuages, aux alentours de 600 à 700 mètres d'altitude ici, puis en montant, l'humidité relative décroît très vite, entre 50 et 60% à l'altitude du tournage, 13% à Champs-Rousses, 8% à Aigleton et seulement 6% à 3000 mètres d'altitude. 20 janvier 2024, petite mer de nuages sur le Grésivaudan et la Combe de Savoie vue depuis le mont Bizanne, et sous la couche nuageuse, sous l'inversion thermique, on remarque qu'il y a une petite brume qui subsiste même après dissipation des nuages, comme on le voit sur cette webcam des 7 lots. Une brume qui n'est pas composée que d'eau, une brume bien dégueulasse quoi. C'est dégueulasse hein. Et oui, car une mer de nuages est également synonyme de pollution. Merci Tint le sang pour ta question, manière subtile de dire que je lis tous vos commentaires. Et mieux que ça, la pollution peut être vue comme à la fois en partie la cause des mers de nuages et à la fois la conséquence. La cause, c'est parce que les nuages ont besoin de noyaux de condensation pour se former, pour que les petites molécules de vapeur d'eau gazeuse puissent se condenser lorsqu'on approche de la saturation, c'est-à-dire des 100% d'humidité relative. 100%. Sans noyau de condensation, pas de condensation de la vapeur d'eau, donc pas de nuages, et on a une sursaturation, donc en théorie plus que 100% d'humidité relative dans l'air. Le même phénomène existe avec la surfusion, où de l'eau totalement pure et immobile peut rester liquide sous les 0 degrés Celsius. Vous connaissez sûrement cette histoire qui a eu lieu durant l'hiver 1942 au lac Ladoga près de Saint-Pétersbourg, qui s'appelait d'ailleurs Leningrad à l'époque soit dit en passant, au cours de laquelle près de 1000 chevaux de l'artillerie soviétique plongèrent dans le lac d'eau pure, immobile et encore liquide malgré le froid. Spoiler alert. La glace s'est formée en quelques dizaines de secondes sur toute la surface du lac et sur une bonne épaisseur, piégeant quasiment instantanément tous les chevaux. Et je vais vous mettre des liens dans la description parce qu'on digresse là. En mer, lorsque l'eau s'évapore, ces noyaux de condensation sont souvent formés de tout petits cristaux de chlorure de sodium arrachés par le vent et les embruns. C'est exactement ça, ouais. Et ça se voit bien sur cette carte à l'approche de la tempête Louis le 22 février 2024. Toutes ces petites particules, ces PM10, sont en réalité bien souvent du chlorure de sodium. Ces noyaux de condensation peuvent également être constitués d'autres particules, comme des oxydes de soufre provenant de la combustion dans les moteurs de navires marchands de mazout lourd plein de particules dégueulasses. Et dégueulasse. D'ailleurs, la norme OMI 2020, divisant par 7 la teneur maximale autorisée en soufre dans ces carburants maritimes, a eu pour effet bien évidemment de réduire l'émission de fumée toxique et dégueulasse. C'est dégueulasse! Mais ça a eu un effet également boule de neige plutôt inattendu. En effet, moins de fumée, c'est donc moins de rayonnement solaire qui est donc réfléchi, absorbé ou diffusé par ces fumées, donc in fine plus de luminosité dans ces couloirs de navigation, donc plus de rayonnement solaire qui atteint la surface de l'eau. Et donc une augmentation de la température de la surface de l'eau et de l'air adjacent.
Et d'autre part, moins de fumée, c'est donc moins de noyaux de condensation. Donc par temps humide, une formation des stratus, stratocumulus et cumulus plus difficile au-dessus de la mer. Avec donc les mêmes effets que ceux cités précédemment, c'est-à-dire plus de rayonnement solaire qui atteint la surface de la mer et les basses couches de l'atmosphère. Je vous mettrai plein de liens dans la description, vous inquiétez pas. Attention, je dis pas que la pollution c'est bien, au contraire. Le dioxyde de soufre affecte le système respiratoire et provoque des graves irritations oculaires, ce qui était pas terrible pour les marins et pour les gens qui vivaient à proximité des grands ports. Et pour les mouettes aussi. C'est d'ailleurs ce dioxyde de soufre qui a joué un rôle clé dans la formation du fameux smog de Londres de 1952. Le gasoil routier de l'époque était très riche en soufre, tout comme l'était le charbon anglais qui était massivement utilisé à cette époque pour la production d'électricité d'une part et pour le chauffage domestique d'autre part. Près de 12 000 personnes ont vraisemblablement péri à cause de ce brouillard, riche en eau d'une part bien évidemment, mais également en plein de polluants très nocifs. Et puis, en réagissant avec l'eau, ce dioxyde de soufre se transforme en acide sulfurique, responsable entre autres des pluies acides, parfois à des centaines de kilomètres des lieux d'émission, et détruisant rapidement des dizaines de milliers d'hectares de forêt, comme ce fut le cas dans les années 70, 80 et 90 par exemple, en République tchèque ou en Scandinavie. Vous l'aurez compris, la pollution aux particules fines en plaine et en vallée, due à la combustion de bois dans les cheminées et au transport en majorité, augmente la concentration en noyaux de condensation et donc favorise l'apparition de mers de nuages. Par ailleurs, plusieurs heures, voire plusieurs jours en amont de l'apparition de ces mers de nuages, les particules fines diffusent, absorbent et réfléchissent une partie du rayonnement solaire, donc les basses couches de l'atmosphère sont plus froides que s'il n'y avait pas ces particules justement, ce qui favorise également l'apparition de mers de nuages. Quant à la conséquence, comme évoqué dans la première vidéo également, les mers de nuages forment un couvercle comme vous pouvez le voir sur les photos et les vidéos, bloquant tout mouvement ascendant de l'air des basses couches et donc bloquant les particules dans cette couche près du sol en plaine ou en fond de vallée. Et ce fut donc le cas le week-end du 20 janvier 2024 autour de Grenoble. Je ne vais pas m'attarder davantage sur les conséquences, c'est assez intuitif et ces épisodes de pollution sous mer de nuages peuvent subsister pendant plusieurs jours, jusqu'à la dissipation de celle-ci suite à l'arrivée de vent, ou d'air chaud en surface, ou d'air froid en altitude. Tiens, et si on étudiait rétrospectivement la corrélation entre l'occurrence de mers de nuages et certains paramètres météorologiques facilement observables, mesurables et prévisibles, et ce, afin de pouvoir justement prévoir les mers de nuages. Ça existe déjà pour les orages et j'ai rien trouvé pour les mers de nuages, donc pourquoi pas se lancer, mais ça sera surtout l'objet d'une prochaine vidéo. Et en parlant d'orage, je crois que... Bon, on pourrait encore continuer à digresser ainsi pendant des heures, mais y a un temps pour tout, surtout que j'ai oublié ma montre, donc la phrase de fin tombe à l'eau en fait. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et à me laisser vos avis, vos impressions et vos questions en commentaire. De toute façon, vous avez vu, je lis tous vos commentaires et parfois j'y réponds même en vidéo. Bon, il y a vraiment un temps pour tout, donc à la prochaine!